La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur les techniques de spécification pour les phases d'analyse. Globalement, vous pouvez utiliser les diagrammes que vous avez appris en UML pour modéliser votre phase d'analyse. En plus de ces diagrammes UML, il y a le diagramme de flot de données qui est représenté sous la forme de cercles suivis des rectangles. Okay. Les cercles vont représenter des fonctions et ces fonctions peuvent être décomposées en des sous-fonctions. Donc, bref, vous utilisez un cercle pour représenter une fonction. Vous allez utiliser les flèches pour représenter les flots de données. Donc, par exemple, la sortie de cette fonction sera utilisée comme entrée dans une autre fonction. On utilise des boîtes ouvertes pour représenter des stockages et les rectangles seront utilisés pour représenter les entités. Donc, vous avez là un exemple d'un DFD où le responsable du projet et la société de services sont considérés comme des acteurs du système. Et la fonction principale, c'est la sélection des projets. Donc, il y a un flux d'informations qui va circuler entre le responsable du projet ainsi que la société de service. Donc, le responsable va définir les critères de sélection, il va décrire le projet et la société de service va faire des propositions après le lancement d'appel d'offres. Il y aura une fonction qui va s'exécuter pour vérifier si la proposition faite par le service est conforme à ce qui a été spécifié par le responsable. Si les critères sont respectés, alors la sélection du projet va retourner le flux d'informations, lettre d'acceptation. Et dans le cas où la proposition ne respecte pas les critères définis par le responsable, il y aura plutôt refus on envoie plutôt une lettre de refus euh, à la société de service. En fait, là, vous avez la sélection de projets qui est représentée sous forme d'une fonction, mais à l'intérieur de cette fonction, vous pouvez avoir d'autres fonctions qui permettent de mieux décrire la fonction sélection des projets. Donc là, à l'intérieur du grand projet, on aura une fonction d'évaluation, une fonction pour faire l'édition, une fonction de saisie, et ainsi de suite. Donc, quand le responsable définit les critères, décrit le projet, ou bien quand la société de services fait une proposition, on appelle la fonction qui est chargée de saisie. Et là, dans cette fonction de saisie, il peut y avoir encore des sous-fonctions qui vont s'occuper de la saisie d'une proposition, d'un critère, des critères et de la description du projet. Donc, ça, c'était la méthode DFD. On avait également dit que vous pouvez représenter votre phase d'analyse en utilisant les diagrammes d'état de transition. Un diagramme d'état de transition, c'est juste un diagramme qui représente les états, les événements ainsi que les actions. Donc, pour chaque état, on doit préciser le nom de l'état et l'événement qui doit être réalisé afin d'aboutir à l'état numéro 2. Donc, chaque événement va déclencher une action et le résultat de cette action conduit à l'étape 2. Voici un simple diagramme d'état de transition. Vous pouvez vous référer au cours d'UML pour l'étude de ce diagramme-là. Donc, un simple exemple, le même exemple, mais représenté sous la forme d'un diagramme d'état de transition. Donc, ceci permet de modéliser complètement la procédure de soumission des appels d'offres et des traitements des propositions. Vous avez le réseau de Petri, qui est un outil mathématique général qui permet de modéliser le comportement
dynamique, le comportement d'un système dynamique à événements discrets. Ça veut dire quoi? Les événements discrets, ce sont des événements qui ont un début et une fin et qui sont bien distincts. Okay. En fait, un intervalle, partons plutôt de la définition de discret, si vous avez un intervalle d'entier, alors les éléments qui composent cet intervalle sont discrets. Parce que si vous prenez l'intervalle entre 2 et 5 et vous dites que c'est un intervalle d'entier, alors entre 2 et 5, on sait qu'il y aura des entiers 2, 3, 4 et 5 inclus. Donc, les éléments sont bien distincts et ils peuvent être identifiés. Donc, ils sont bien définis. Par contre, si vous dites que si vous prenez l'intervalle 2 et 5 et vous dites que c'est un intervalle d'ombre de réel, si vous dites que c'est un intervalle de réel, alors du coup, votre intervalle n'est plus un ensemble discret parce que rien qu'entre 2 et 3, on peut avoir une infinité de nombres. Donc, du coup, c'est pas, votre système défini par cet intervalle n'est pas discret. Donc, le réseau de Petri sera utilisé lorsque les éléments qui composent votre système peuvent être identifiés et sont définis de façon unique et sont finis. C'est-à-dire qu'on n'a pas une infinité d'éléments. Okay. Donc, un ensemble fini de places, on l'utilise lorsqu'on a un ensemble fini représenté par des cercles et correspondant aux différents états du système. Donc, on a un ensemble d'états bien définis, c'est-à-dire que un ensemble fini de transitions, on a un nombre exact de transitions, c'est-à-dire qu'on a un début et une fin, un ensemble fini d'arcs orientés connectant les places à des transitions. Donc, plutôt pour définir le même exemple ici, vous avez chaque transition a des places d'entrée et des places de sortie. Si toutes les places d'entrée contiennent au moins un jeton, la transition est franchissable. Ça veut dire que lorsque la première place qui est représentée par le cercle a rempli ses critères, on peut passer à la phase suivante. Donc, tant que ces critères ne sont pas respectés, les critères sont représentés sous la forme de cette barre. Donc, tant qu'elle n'est pas, on ne peut pas franchir si on n'a pas respecté ces critères-là. Okay. Donc, voici un exemple d'un réseau de Petri qui commence à la phase P1 où on a appel d'offres. Okay. Donc, lorsqu'il y a appel d'offres et P2 et qu'il y a un enregistrement d'une proposition, alors on peut franchir la transition T1. La transition T1 stipule qu'on peut débuter l'examen. Okay. Donc, on ne peut débuter l'examen que lorsqu'il y a eu appel d'offres et une proposition est enregistrée. Donc, après avoir passé cette étape, on arrive à P3. P3, après avoir fait l'examen de cette proposition, T2 va donc poser la condition si les critères sont remplis, on passe à P4, c'est-à-dire que la proposition est acceptée. Si T3 est satisfait, c'est-à-dire que les critères sont non satisfaits, alors on procède au rejet de cette proposition-là. C'est... Vous pouvez également utiliser les modèles entité-association pour représenter votre face. Mais le plus souvent dans la modélisation orientée objet,
on utilise beaucoup plus les diagrammes UML. Donc, vous n'allez pas rencontrer dans la plupart des projets les diagrammes de Petri pour faire cela, ou bien les DLD. C'est beaucoup plus les diagrammes UML qui seront utilisés dans les grands projets. Pour la modélisation en entité association, c'est lorsque vous allez modéliser votre base de données que vous utiliserez la modélisation, le modèle entité association. Les techniques de spécification peuvent être classées en trois groupes. De façon générale, vous avez les techniques de spécification informelles. C'est lorsqu'on utilise simplement le langage naturel, c'est-à-dire que vous décrivez sous forme de texte ces étapes-là. Okay? Les étapes d'appel d'offres, d'enregistrement de propositions et ainsi de suite, et les critères peuvent être décrits sous forme de texte d'un document Word simplement. Dans ce cas, vous aurez utilisé une méthode informelle qui consiste à faire cette analyse en utilisant le langage naturel. Vous pouvez utiliser des méthodes semi-formelles. C'est en fait l'approche qui est utilisée actuellement. C'est-à-dire que vous allez combiner le texte, le langage naturel, avec quelques diagrammes. Ces diagrammes peuvent être décrits en utilisant les DFD ou les diagrammes d'état-transition. Donc, dans la réalité, on est plutôt à cette étape-là. En fait, on utilise beaucoup plus les spécifications semi-formelles. Donc, si vous pouvez représenter un scénario en utilisant un diagramme d'état de transition ou bien un diagramme de séquence, vous utilisez votre diagramme de séquence. Si vous pouvez le décrire à l'aide d'un langage naturel, vous le décrivez à l'aide d'un langage naturel. Mais il existe des techniques de spécification beaucoup plus formelles. Cette technique fournissent en fait une syntaxe qui est similaire à du C, à du Java et qui permet de décrire en un langage un peu plus, un langage de haut niveau. Vous avez les VDM, vous avez Lotus. Dans ces langages, ils utilisent les protected, ils utilisent les variables, ainsi de suite, pour représenter ces exemples-là. C'est en fait des techniques qui sont des techniques anciennes. C'est dans les années 70, 80 là-bas qui sont utilisées. Donc, dans la réalité, on utilise UML avec du langage naturel. Parce que là, vous n'allez pas réétudier tout un langage de programmation. Ce n'est pas vraiment un langage de programmation, ils ont une syntaxe un peu proche du langage humain. OK, je crois que je vais vous présenter ça. Ouais, peut-être. Oui, je ne sais pas si vous voyez ce diagramme, ce langage-là. Okay. Donc, voici l'exemple ici du langage en fait, qui est utilisé pour VDM. Vous voyez qu'il est similaire à... Il a quelques mots-clés qui sont utilisés dans le langage Java. La définition d'un arbre. Vous avez les protected, vous avez les instances, vous avez les variables, vous avez les public, et ainsi de suite. Donc là, c'est la définition beaucoup plus formelle de votre structure de données tree, arbre. Ici, c'est développé sur Eclipse.
Il en est de même pour l'OTOS. L'OTOS aussi qui est un autre, qui fournit un ensemble de méthodes également pour représenter votre phase d'analyse à l'aide d'un langage. Quelques méthodes d'analyse et de conception. Les méthodes dirigées par les données, les méthodes fonctionnelles, les méthodes systémiques, ainsi que les méthodes orientées objets. Les méthodes dirigées par les données, ce sont des méthodes très anciennes. Par exemple, vous avez la méthode Jackson. Je donne juste le nom. Vous pouvez aller faire une recherche sur ces méthodes-là. Ce sont des méthodes anciennes, sont plus utilisées aujourd'hui. Il y a les méthodes fonctionnelles. Ce sont les méthodes qui sont dirigées par les traitements. L'exemple de ces méthodes, c'est Structure Analysis Design, ainsi que cette méthode-là. Il y a les méthodes systémiques qui s'appuient sur une approche systémique et définissent des différents niveaux d'abstraction, par exemple MERIS. Si vous utilisez MERIS, ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser une méthode systémique. Comme fait un cours de système d'information. Il y a également cette méthode-là qui est utilisée beaucoup plus pour décrire des systèmes industriels. Et ça casse. Ça sont les Français. Gray, c'est également les Français. Donc, pour un système industriel, cette technique-là qui a été utilisée. Mais en général, on utilise l'approche orientée objet et ces méthodes sont OMT, Object Oriented Software et Object Oriented Analysis. Nous allons revenir sur ces méthodes-là plus tard dans la deuxième partie du cours. Donc, en plus de ces méthodes qui sont anciennes, vous avez des techniques de spécification algébrique. Ce sont des techniques qui permettent de définir les structures de données sous une formulation mathématique, c'est-à-dire que vous allez définir les opérateurs. Par exemple, si vous prenez le booléen, vous allez dire que le booléen a des opérateurs X, OR ou bien l'opérateur et. Lorsque vous souhaitez, disons, il y a les opérateurs et lorsque vous avez le variable booléen. Donc, si ceci est vrai et cela est vrai, donc vrai et vrai vous donne vrai. Vrai et faux vous donne faux. Donc, il y a un opérateur là qui est l'opérateur et. Il y a l'opérateur ou également pour le type booléen. Donc, la méthode de spécification algébrique vous permet de définir les types de données. Ça permet de définir les types de données. On peut définir de la même manière le type de données entier qui aura des opérateurs plus et ainsi. Plus, moins, multiplication, ainsi de suite. Okay. Ouais, je crois que c'est... Donc, il y a un exercice large qui consiste à définir deux types de données en utilisant la spécification algébrique. Okay. Vous avez le type de données tableau ainsi que le type de données liste. Vous savez ce que c'est qu'un tableau, vous savez ce que c'est qu'une liste. Donc, vous devez
donner la définition algébrique de ces deux types de données-là. Okay? Donc, la spécification algébrique va consister à faire une introduction du type. Vous définissez le nom du type et puis vous donnez une description opérationnelle. Quelles sont les opérations qui peuvent être réalisées sur ce type-là? En disant quelles sont les opérations qu'on peut réaliser sur une liste. On peut insérer une liste, on peut insérer dans une liste, on peut supprimer dans une liste, et ainsi de suite. Donc, vous définissez de façon formelle les opérations et vous donnez également des axiomes. C'est-à-dire que vous définissez la sémantique des opérations sous forme d'équations. Quels sont les axiomes? C'est-à-dire que si on insère dans une liste, alors on obtient une autre liste. Les axiomes, c'est en quelque sorte des conditions qui sont vraies. Okay? Des conditions qui sont vraies sur votre liste. Essayez de réfléchir sur cela et puis faites une recherche. Faites une recherche sur la spécification algébrique de ces deux types de données-là. Technique de spécification algébrique de ces deux types de données. Vous pouvez préparer un document et me l'envoyer avant la fin de ce cours. Donc, pour ceux qui sont connectés, vous prenez note sur ce devoir-là. Je vais juste vérifier que j'ai reçu ces devoirs-là avant la fin du cours. Donc, je ne donne pas de délai, mais je vais compter dans la... Monsieur, avant la fin de ce cours-ci, monsieur. Oui, avant la fin de ce cours, puisque à un instant donné, je vais devoir soumettre les notes. Donc, avant de soumettre les notes, je vais encore vous notifier de soumettre tous les devoirs qu'on aurait peut-être, les devoirs qu'on aurait demandé. Donc, vous devez prendre note, je ne vais pas rappeler ça, mais je risque de considérer ça. Donc, voici un exemple de spécification pour le type de données booléen. Vous n'êtes pas obligé de suivre la même approche. Okay? Vous n'êtes pas obligé de suivre la même approche. C'est la définition des opérations, la définition des... par exemple, ici, vous avez la définition de l'opérateur et. Okay? L'opérateur et. Donc, si on prend X, X étant défini comme étant un booléen, si on fait et true, on va toujours obtenir la valeur de X. C'est-à-dire que si X est vrai, on aura vrai. Si X est faux, on aura faux. Voici la définition de cet opérateur. Donc, vous mettez les opérateurs. Pour nous, on aura plus. Non, vous allez peut-être mettre insert. Okay? Pour insérer une liste, vous allez mettre insert. Okay? Donc, vous changez les noms des opérateurs. Ici, c'est et parce que c'est l'opérateur et. Quand nous sommes dans le cas de... Dans le cas d'un booléen, okay. Dans le cas d'un booléen, voici la liste des opérateurs qui existent. Donc, essayez de réfléchir sur les opérateurs qui existent, par exemple, pour une liste. Prenons l'exemple d'une chaîne de caractères. Okay. Une chaîne de caractères a des opérations comme est-ce que la chaîne est vide? J'espère que vous voyez ce que j'ai partagé là. Okay. Donc, on peut vérifier si la chaîne est vide. On peut vérifier si les deux chaînes sont égales. On peut adjuter, et ainsi de suite, et on peut vérifier l'égalité. Enfin, on fait append pour append. L'opérateur qui a été défini, c'est l'opérateur append. Donc, voici une définition de ce type de données.
le type de données caractère naturel et puis le type de données booléen. Donc, vous allez remplacer le is. Peut-être vous, dans le cas de la liste, vous aurez une fonction isEmpty qui prend la liste et puis qui retourne vrai si la liste est vide, ainsi de suite. Vous allez aussi avoir une liste peut être, non, c'est un tableau peut être plein. Donc, pour un tableau, vous pouvez avoir une méthode peut-être isFull pour savoir si votre tableau est plein. Mais bon, une liste naturellement, dans la plupart des langages de programmation, les listes, on suppose qu'elles ont une taille infinie parce qu'on peut toujours insérer à la fin de la liste. En fait, la liste est beaucoup plus une donnée dynamique. Donc, du coup, une liste pleine, bon, ça ne fait pas trop sens. Bref, réfléchissez à cela et puis vous soumettez le document. C'est un travail individuel. S'il vous plaît, monsieur, ma connexion dérangeait un peu. Est-ce que vous pouvez encore me réexpliquer le devoir là, monsieur? Respectez le devoir. Euh, Oui, monsieur. OK, il faut faire une recherche sur la technique de spécification algébrique. Okay? Une fois que tu auras compris c'est quoi la technique de spécification algébrique, tu représentes ce que c'est qu'un tableau, tu représentes ce que c'est qu'une liste. Une liste à l'aide de la spécification algébrique. Okay? Et la spécification algébrique, nous avons dit, définit les constructeurs, c'est-à-dire que vous définissez les valeurs du type. Pour le cas de Boolean, c'est vrai ou faux. Vous définissez les opérateurs, les opérations qu'on peut réaliser sur ce type-là. Okay? Dans le cas de Boolean, ça sera et ou égalité, ainsi de suite. Dans le cas d'une chaîne de caractères, ça sera ajouter, lorsqu'on va ajouter donc, réfléchissez à des opérations qu'on peut réaliser sur une liste. Peut-être l'opérateur size pour retourner la taille d'une liste. Le size va également s'appliquer à un tableau pour retourner la taille du tableau. Donc, c'est ça. Il faut d'abord faire une recherche sur cette technique de spécification. Elle est beaucoup plus utilisée pour spécifier les types de données. Si vous avez un type de données nouveau, vous précisez votre type de données ainsi que les opérations qu'on peut réaliser sur ce type de données-là. OK, il nous reste 2 minutes avant que Zoom ne s'arrête. Il y a des questions? Monsieur, pour l'instant, ça va encore, monsieur. OK.